Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Jean-François Sénéchal, toujours le même. Écoutez, aujourd'hui, ça va se terminer avec nos prix IARC et Lovelace, comme à l'habitude. Vous allez voir que dans cet épisode, j'ai décidé de donner le temps de micro, notamment à celles et ceux là, qui n'étaient pas là lors de la partie 1 de nos prix Lovelace et IARC. Là, c'était pendant le printemps. On avait fait un enregistrement devant public au rendez-vous numérique. Je voulais aussi donner pour clore cette saison 5, donner la chance à Frédéric, la chance de se faire enfin entendre, parce que rappelons là, que la partie de Fred lors de cet enregistrement numérique, là, c'est pris Lovelace et IARC. Sa partie avait malencontreusement n'avait pas été enregistrée. C'est pas de ma faute. Fred, c'était pas de ma faute. En tout cas, pour me faire pardonner, là, pour marquer aussi le coup de cette fin de saison 5, puis pour surprendre un peu nos auditeurs, c'est Fred qui va animer cet épisode. Je vous souhaite un excellent épisode. Je vais sûrement faire un bond. Au moment où on a enregistré, j'étais en vacances sur le bord de l'eau. Vous allez voir, j'ai fait un saut dans l'épisode. Je me suis invité. Évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher de passer dans le coin. Excellent épisode. C'est parti. Bonjour tout le monde, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Petite surprise aujourd'hui, c'est moi qui va animer cette émission du podcast, l'émission 115 de IA Café. Si c'est la première fois que vous nous écoutez aujourd'hui, c'est une bonne journée parce qu'on va faire nos prix Lovelace puis les prix IARC. Les Lovelace étant les prix qui ont retenu notre attention pour des raisons qui sont somme toute positives, puis les IARC, c'est l'inverse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez profiter de nos opinions sur les prix Lovelace et IARC, donc les opinions de Stéphane Minéo. Salut Stéphane. Salut, comment tu vas? Ça va très bien, merci toi-même. Donc les opinions aussi de Shirley. Salut tout le monde, salut Fred. Salut, donc nos deux chroniqueurs et chroniqueuses qui sont toujours si près, si loin, mais toujours avec nous. Il y a Sylvain, je ne sais pas où il se trouve, Sylvain. Salut Sylvain. Salut, ça va bien? Oui, ça va très bien. Puis finalement, il y a Jeff qui est pas avec nous aujourd'hui parce que il est en vacances puis j'ai décidé de lui donner un break. Il voulait absolument animer ça, mais j'ai dit non, on peut te remplacer par l'IA. Puis si jamais j'ai pas payé mon compte d'OpenAI, c'est pas grave, je peux le faire à sa place. Et voilà, fait que c'est ça. Donc aujourd'hui, prix Lovelace, prix IARC, j'ai proposé de commencer par le pire, puis finalement Sylvain a dit non, veto. Je veux commencer par le meilleur. Donc on va commencer par les prix Lovelace. C'est le dernier épisode de cette saison, qui est la saison 5. Donc, gâtez-vous. Voilà, vos prix Lovelace a commencé par Anti-Steph, Shirley et Sylvain. Qui choisir? C'est pas comme mes étudiants qui soudainement se mettent à regarder au sol en disant « ça y est, je suis invisible, il me posera pas de questions ». Commençons donc par Sylvain. Oui, moi, je crois que c'est la première fois là, que je vais faire ça dans le cadre d'un prix Lovelace, là, mais Lovelace. Excuse-moi, je vais donner la parole à Steph. Non, vas-y, Sylvain. Parce que d'habitude, je sais que c'est dans les pratiques, là, c'est arrivé à quelques occasions que des gens choisissaient un livre là, pour soit le prix IARC, soit pour le prix Lovelace. Moi, d'habitude, je le fais pas. Je l'ai fait la dernière fois pour un, mais là, je le refais encore une fois pour un Lovelace. Cette fois-ci, je vais parler d'un livre. Et là, j'ai écrit le titre comme ça, mais j'ai pas le titre en anglais exact, mais je vais le dire en français. De toute façon, c'est la même chose en anglais. Et puis, de toute façon, vous ne voulez pas m'écouter parler en anglais. Alors, c'est un livre de David Bates, qui est un philosophe. Ça s'appelle « Une histoire artificielle de l'intelligence naturelle ». C'est un livre qui est assez fascinant, même s'il est dense, et même exigeant. Là, je vous avertis, c'est pas une lecture très très facile. Là. Autrement dit, c'est pas comme une lecture de bord de plage. Là. Vraiment pas. Quoique je déteste les lectures de bord de plage et même maintenant que j'y pense, même la plage tout court. Donc, et plutôt que
ce livre-là, plutôt que de raconter l'histoire de l'IA de manière linéaire, comme on l'entend très souvent, c'est-à-dire, bon, ça commence avec l'invention du terme dans les années 50, 1956, je crois, si je me trompe pas. Ben, lui, il va aller beaucoup plus loin que ça, là. C'est vraiment une traversée philosophique et historique des idées sur l'intelligence, mais aussi plus largement sur la pensée humaine aussi. Qu'est-ce que c'est que la pensée humaine? Qu'est-ce que c'est qu'être un être humain? Et sa thèse, j'en ai déjà parlé un petit peu, hein. D'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien que je trouve ce livre-là intéressant, hein. C'est que l'intelligence humaine n'a jamais été naturelle, donc purement naturelle. Elle est née avec et par l'artifice, que ce soit autrement dit, elle suit les inventions techniques et il va très très loin, là. Ça commence avec l'écriture, après ça bon, avec l'imprimerie, etc., comme ça. Celui qui a réfléchi la cognition externe, genre, ou la Oui. pensée externe, il en fait partie, c'est pas... il en parle, ça, de Andy Clark, puis j'ai oublié le nom de l'autre, là, sur la cognition étendue, là. Mais oui, il fait partie un peu de ça. Son thème central, c'est assez simple, c'est qu'il y a toujours une coévolution entre l'esprit et la machine. On peut pas penser les deux séparément. Par exemple, il va, pour prendre Descartes, là, Descartes pensait le corps comme une machine en s'inspirant de la mécanique qui était naissante, excusez-moi. Et Bates, il montre que notre conception de l'esprit aujourd'hui, ça n'a pas changé. On réfléchit toujours en fonction c'est comme si on essaie de se prendre un miroir pour se refléter un peu ce qu'est l'esprit humain. Aujourd'hui, on va prendre l'analogie, au lieu de prendre l'analogie avec une machine mécanique, on va prendre une analogie avec un ordinateur, hein. Le cerveau, ça fonctionne comme un ordinateur. Mais selon l'auteur, cette relation-là, c'est pas juste une métaphore, là, c'est vraiment constitutive. C'est que la technologie forme notre manière de penser et notre manière de penser inspire nos conceptions techniques aussi. Mm-hmm. Et aussi, par extension, une autre idée forte du livre, c'est qu'il n'y a pas d'intelligence pure ou naturelle et toute intelligence implique une forme d'automatisation et d'externalisation, que ce soit par le langage verbal, les outils, les algorithmes. Autrement dit, l'humain est un être technique par essence et pas par accident. Et qu'il y a tout le temps une médiation entre ce qu'on est capable de dire du monde puis les outils qu'on utilise pour en parler. Exactement. Puis, il aborde aussi Turing. Il y a un passage très intéressant sur Turing aussi, parce que il y avait des réflexions sur l'intelligence. Hein, c'est un des pères de l'informatique. Ce qu'il disait aussi Turing, ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence, c'est pas juste de suivre un programme, c'est justement cette faculté-là à sortir du programme, à faire des erreurs créatives. Pour lui, c'était ça l'intelligence. Autrement dit, l'erreur devient une preuve d'intelligence. Et c'est précisément là, c'est peut-être la conclusion, là, c'est précisément là, cette souplesse-là, ce déséquilibre permanent-là qui qui se rapprocherait le plus d'une intelligence typiquement humaine, là. C'est ce pouvoir-là de se désautomatiser, de changer les règles. Et donc, ce serait ça un peu ce qu'il y aurait d'intelligence proprement humaine. Pour le reste, j'en avais parlé la dernière fois, c'est-à-dire quand on essayait de réfléchir, est-ce qu'utiliser ChatGPT, c'est encore de la pensée, c'est encore de la réflexion, alors que je disais que même juste prendre une feuille de papier et un crayon, déjà là, vous sortez de votre tête, donc vous sortez de votre processus de pensée dans la métacognition, dans l'introspection. Et là, vous êtes physiquement dans le monde. C'est-à-dire là, vous avez besoin de la feuille de papier et du crayon pour penser. Alors, qu'est-ce qui fait partie encore de votre pensée ou de la pensée qui est médiée à travers un artefact, dans ce cas-ci, de la feuille de papier et le crayon? Est-ce que c'est encore de la pensée? Et c'était toute la réflexion que je me faisais avec ça. Donc, si on a des réserves, et j'en ai un camion de réserve là, pour un ChatGPT, mais on ne se pose pas nécessairement ces questions-là lorsqu'on écrit sur une feuille de papier, alors que pourtant, c'est du point de vue de ce livre-là et du point de vue de ce type d'argument-là, de cognition étendue, la pensée, 100% dans notre tête, ça n'existe pas vraiment. Mais si je comprends bien, toi, par exemple, ce que tu dis, c'est que
utiliser ChatGPT pour produire du texte, pour générer du texte, pardon, c'est l'équivalent d'utiliser un stylo pour réfléchir à un problème puis structurer de l'information. Pas pour moi, mais je dirais qu'il y a d'un certain point de vue, on pourrait peut-être le présenter comme ça. Là. On peut se mériter de se poser quand même cette question-là. Quoique, je pense qu'il y a quand même une différence entre faire générer il y a toujours la différence entre l'interprétation, l'organisation des données, de filtrer les données, d'organiser les données, l'information, où je pense que ces outils-là peuvent être très, très intéressants. C'est-à-dire, comme vous avez une botte de foin, et vous avez quelque chose, un projet quelconque, ça peut être un texte, ça peut être un article, ça peut être un livre, et là, vous avez besoin d'informations, vous avez besoin de données. Autrement dit, du point de vue de la métaphore, si je veux chercher l'aiguille dans la botte de foin, ben, je pense, pour moi, ces outils-là peuvent aider à trouver l'aiguille. Mais après ça, qu'est-ce que vous faites avec l'aiguille? C'est là. Mon blocage serait plus là. Mais c'est ça aussi la différence peut-être avec la feuille de papier et l'écriture, c'est-à-dire mais c'est quand même le fait d'inscrire votre pensée dans le monde physique qui modifie votre pensée elle-même. Et ça, même le fait de lire, hein, quand vous lisez, il y a des choses qui se passent dans des processus cognitifs qui se passent qui ne se produisent pas quand vous faites juste réfléchir. La même chose pour le langage, le fait vous sortez de votre tête, vous sortez de vos pensées. Vous êtes dans le monde physique, soit avec d'autres personnes, soit avec des outils techniques. Ben oui, je vois Shirley et Steph qui réagissent un peu puis qui ont envie de dire quelque chose, fait que vous allez dire fait. En fait, ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression qu'effectivement, on a besoin d'interaction et d'échanges, alors que ce soit avec quelqu'un d'autre ou avec un papier, comme tu disais. Moi, ça me fait penser un peu à Tom Hanks dans Seul au monde, où à un moment donné, il prend un ballon, il dessine un personnage dessus, et il finit par discuter avec ce ballon. Et c'est la façon qu'il a trouvé pour essayer de penser et de réfléchir, je pense. En tout cas, bon, c'est un film, mais voilà, ça me fait penser un peu à ça. C'est le fun, les références aux films qu'on fait dans à peu près tous les épisodes. On fait tout le temps une référence à un film. et il y en aura d'autres tantôt. Hein. J'ai pris hier, il va en avoir. Oh. Shirley, tu voulais-tu dire quelque chose? Je t'ai vu aussi faire des petits coups d'œil perplexes. Non, pas forcément perplexe, mais enfin, c'est juste, je trouve ça presque troublant parce que parfois, avec Sylvain, comme si nos cerveaux étaient plus ou moins connectés, parce qu'on a traité de temps en temps des sujets communs ou voilà, sans le savoir en amont. Et en fait, j'ai eu cette conversation et ce débat de la pensée est-elle une pensée, enfin, sur la construction de la pensée et la qualité de la pensée. Et d'une réflexion plutôt, pas plus tard que ce midi avec quelqu'un, justement avec la différence de quand on couche quelque chose, enfin une pensée, une opinion, une réflexion sur papier avec un stylo et quand on la pose via ChatGPT. Est-ce que c'est une réflexion et comment elle se construit? Donc juste rigolo que tu en parles là, donc voilà, si j'étais juste encore une connexion. Ouais, c'est intéressant parce que j'étais en train d'essayer d'écrire un blog moi-même, puis dans mon premier billet, je parle précisément de ça. J'essaie de réfléchir à ce que tu viens de nommer un peu. Ce qui fait que, voilà, bref. Mais Sylvain, cet auteur-là, est-ce qu'il dit que notre esprit aussi, notre cognition se transforme à travers les outils qu'on utilise? Autrement dit, ça veut dire utiliser un stylo, notre esprit, ou utiliser, par exemple, je sais pas moi, l'écriture, transforme notre rapport au monde puis notre compréhension du monde. Oui. Puis même l'utilisation de ChatGPT transformerait notre rapport au monde aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, on entre là-dedans mais ça va très très loin. Hein. C'est en anthropologie, c'est l'hypothèse de Sapir-Whorf. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà. Je vais être obligé de le faire là, vu que si vous m'auriez dit oui, j'aurais pas passé par là, mais là vu que vous dites non, je vais être obligé de le dire. Dans le film L'arrivée de Denis Villeneuve. Le scénario du film est bâti sur cette hypothèse. Autrement dit que la forme de langage change les structures, le câblage du cerveau et la manière de penser. Dans ce film-là, le langage extraterrestre te permet de voir l'avenir. Dans l'hypothèse de Sapir-Whorf, c'est sûr qu'il y a des considérations racistes au départ, là, mais ils disaient qu'il y a certains langages humains qui ne permettaient pas d'accéder à la raison telle qu'on l'entendait en Occident. Et puis là, vous avez un peu cette forme-là que dès que vous
vous intégrez des éléments extérieurs à vous-même dans votre processus de pensée. Il y a une co-construction. Vous changez vous-même et vous changez aussi l'environnement extérieur. Les deux ne peuvent pas être séparables. J'aime bien l'analogie avec Arrival, parce que dans Arrival, pour rappel, il y a des extraterrestres qui ont merci, excuse-moi, je n'allais pas jusque-là dans mon geekness, mais qui ont un langage... C'était ma revanche pour que tu aies prononcé mieux Arrival que moi en anglais. Arrival? Oui, exact. C'est ça. Mais c'est pas grave, ça va voir dans mes prix Lovelace, on va aussi en reparler. Mais c'est ça, en fait, ces hectapodes-là sont capables d'avoir un langage qui permet de décrire la 4e dimension versus les êtres humains qui ont une pensée linéaire dans leur langage. Puis donc, évidemment, qui développent des modèles de langage qui sont eux aussi linéaires et qui ne peuvent prédire l'avenir. Passons, c'était juste une digression. Maintenant, Shirley, tu as commencé à en parler, ça avait l'air d'avoir du sens de te parler aussi, fait que ton Lovelace à toi? Ah, mon Lovelace à moi. Alors, je vais te demander si c'est possible une petite liberté. Parce qu'en fait, alors, je suis allée sur le terrain de conseiller une lecture. Parce que j'aime bien ça, tous les ans, faire ça avant l'été. Je trouve ça, parce que ça offre la possibilité justement à une lecture de plage un peu plus stimulante, peut-être. Je crois, en tout cas j'espère. Sauf que j'ai pas réussi à choisir, j'en ai 2. Ah. Est-ce que je peux en présenter 2? Oui, vas-y, commence par la meilleure, évidemment. Oh là non non, j'ai pas réussi à choisir, terrible. Ok, je commence par la plus sérieuse, peut-être. Alors, c'est un livre qui s'appelle Géopolitique du numérique, l'impérialisme à pas de géant d'Ophélie Coelho. Génial livre. Ah oui, je l'ai lu déjà. Super. Je le commence. Alors, j'ai quand même voulu le présenter, ouais. Alors que j'en suis au premier tiers, je crois. Parce que vraiment, je n'arrive pas à le lâcher, justement. Donc, je suis contente que tu me dises ça, Fred. Ça va encore plus m'encourager à le lire. Enfin, à le finir. Donc, vite fait, tu me dis si jamais je le présente mal. Non, je te le dis pas. Tu t'assumes complètement. Ok, j'assume. Bon, très bien. Alors, c'est un livre pour explorer donc les relations de pouvoir, tout simplement, qui sont très complexes, en revanche, entre les puissances étatiques et les géants de l'Internet, tout simplement. Un texte suffisamment rigoureux, je trouve, précis, tout en étant accessible, justement, pour voir tout ce qui constitue leur force, tout ce qu'il leur a fallu pour construire cette position omniprésente dans le monde. Ça va sur du physique, comme les réseaux de câbles sous-marins, ce genre de choses, mais aussi comment s'est construite leur stratégie, la réflexion de stratégie d'expansion technologique. Donc voilà, comme je le disais, j'en suis qu'au début, donc... je sais, bien sûr, j'ai regardé le sommaire, donc je sais où ça va et je connais un petit peu certains trucs historiques, mais j'ai vraiment hâte là d'aborder. Je vais aborder le modèle chinois ce soir. Ouais, voilà. Donc intéressant, un livre qui propose donc un voyage géographique, un voyage historique, tout ce que j'aime parce que ça permet vraiment de comprendre les choses, comment elles ont été bâties et pourquoi elles vont dans ce sens, et un voyage politique. Donc voilà, comprendre pourquoi et comment les États et la société sont désormais totalement dépendantes de ces acteurs, quels sont leurs leviers de pouvoir, les conséquences et comment peut-être y faire face. J'espère qu'il y a des réponses, j'ai un peu d'espoir là-dessus, sur cette partie-là du livre, pour tenter d'y faire face. Voilà. Oui, en fait, puis déjà, sans vendre de punch, déjà... Ce qui est bien avec ce livre-là, c'est un peu comme Chip Wars. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cet essai-là j'oublie son nom dans le moment, passons, mais ça nous permet de comprendre, puis j'imagine tu vas peut-être être d'accord avec moi. Je suis en désaccord, tu peux le dire aussi, évidemment, mais ça nous permet de comprendre que la chose numérique n'est pas juste dans le nuage. Ouais. C'est pas juste des applications, c'est ancré dans le territoire. Puis c'est ça qui est bien avec le travail de Félix Coelho. On comprend que la poussée du numérique, que l'émergence de l'influence des géants du numérique n'est pas juste dans l'applicatif, c'est une question de territoire. Exactement. Leur influence s'est territorialisée dans le temps, puis c'est ce que Félix Coelho met de l'avant beaucoup dans son livre. C'est super intéressant. Je te souhaite une excellente lecture. Mais merci beaucoup. Je prends beaucoup de plaisir en tout cas. Donc voilà, ça c'était le premier. Et une autre lecture parce que je trouvais ça cool
d'aller sur ce terrain-là, parce qu'on est tous un petit peu geeks dans cette équipe, je voulais vous conseiller un roman graphique qui s'appelle Carbone et Silicium. Est-ce que vous l'avez lu? Ah, bah Fred aussi l'a lu, c'est bon. Je sais pas si vous allez voir le dessin, en tout cas à la caméra. Désolée pour les auditeurs et les auditrices. Il y a des gens qui lisent ça sur la plage, c'est sûr. Ah bah voilà, mais oui, mais c'est sûr. Alors il est dense, mais il est fourni, il est magnifique. Vraiment, donc un roman graphique de science-fiction post-apocalyptique. On suit 2 robots dotés d'une intelligence artificielle, des prototypes qui hommes-femmes à la pensée quasi humaine, destinés à la base à s'occuper des humains et à qui on intègre d'ailleurs une notion d'empathie, entre autres. 2 robots qui vont être séparés par un événement et qu'on voit en fait évoluer dans le monde à travers les siècles. Alors on les suit sur leur manière d'appréhender le monde et ils se questionnent aussi sur leur place. Donc vraiment un très bel objet, un graphisme magnifique, incroyable, un gros travail, du dessin qui au fil des pages pose une question philosophique à travers ce futur apocalyptique. Quel monde sommes-nous en train de bâtir ? Et je trouve ça assez chouette à travers un roman graphique de la BD, d'avoir des questions philosophiques, de voir des questions philosophiques traitées comme ça. Donc, bonne lecture à tous. Pour ceux qui adorent les SF, allez-y. Si vous n'y êtes pas déjà allés. Ceux qui aiment un peu moins, je vois plein de commentaires qui disent qu'ils se sont laissés prendre complètement par ce roman graphique. Donc, foncez. Absolument. Mais merci Shirley, parce que alors, moi qui adore les BD, je vais tout de suite courir l'acheter, quoi. Carbone et Silicium de Mathieu Bablé. Voilà. Super. Mais avant d'y aller, on va entendre tes prix Lovelace. Mais Charlie, est-ce que tu avais fait le tour? Est-ce que c'était... Ouais, 2, c'est bien, hein, c'est déjà pas mal. Alors pour ma part, ça sera plutôt du côté des modèles de données, des modèles d'IA, là où je voudrais faire un petit Lovelace, et notamment pour les entreprises qui jouent le jeu de l'open source. Moi qui suis très attaché à l'open source, et parce que j'aime bien tester, j'aime bien trifouiller un petit peu les programmes. Voilà, je voudrais remercier un petit peu les entreprises qui jouent le jeu. Alors, il y en a quelques-unes quand même. Il y a des grosses entreprises comme Meta avec Llama ou Mistral en France qui partagent leurs modèles. Et alors, il y a différentes façons de les partager. Ils peuvent partager le modèle en lui-même et le rendre accessible pour de l'inférence. Mais on peut même, pour certains, les installer sur les PC. Là, j'ai pu tester 2 d'entre eux. Donc, j'ai testé Llama et Mistral que j'ai pu installer sur mon PC et j'ai pu me rendre compte un petit peu de la puissance nécessaire, par exemple, pour faire une requête et avoir une réponse avec un modèle. Là, tu veux dire que tu pourrais l'utiliser sans être branché sur Internet, par exemple? Exactement, c'est ça. À la fois Llama ou Mistral. Alors, vu la puissance de mon PC, j'ai pris des petits modèles parce qu'ils proposent différentes tailles de modèles avec un nombre de paramètres plus ou moins gros. Donc là, par exemple, sur Llama, celui que j'ai installé, il fait 7 millions de paramètres. Voilà, ça répond déjà pas trop mal. C'est en plusieurs langues, en français ou en anglais. Et j'ai l'impression qu'il est un peu plus doué pour l'anglais quand même. Mais c'est, on va dire, suffisant pour avoir pour pouvoir alors l'utiliser hors connexion et même éventuellement de faire des logiciels avec, puisque grâce à un outil qui s'appelle Ollama, on peut installer des modèles de cette façon-là et les interroger via des API. Donc c'est des programmes d'interface, enfin c'est des interfaces qui nous permettent de programmer avec du Python, comme par exemple, comme langage, et donc d'interroger les modèles et en faire quelque chose. Et voilà, je trouve ça. Alors c'est open source, c'est gratuit. Je pense que ça permet un plus grand partage et de ces outils, peut-être une prise en main, ou en tout cas une adoption plus facile pour les. Alors, il faut être un peu geek quand même pour jouer avec, parce que c'est pas des interfaces qui sont très très simples à utiliser. Mais enfin voilà, ça reste quand même faisable. Alors il faut un PC
quand même un peu costaud. C'est-à-dire que c'est mieux d'avoir un GPU sur le PC. S'il n'y en a pas, ça fonctionne quand même, mais ça va être un petit peu ralenti. Mais voilà, en tout cas, l'effort est fait. Mettons qu'on parle de tes specs à toi, là, ton PC, là, pour donner un comparable. Là. Mettons qu'il y a quelqu'un qui nous écoute qui dit hey, j'aimerais ça développer mon agent d'IA domestique. Tu travailles avec quoi? Alors, c'est une bonne question. Bouge pas, je vais directement dans les paramètres. Je te dis ça. Je sais que j'ai un GPU, c'est une carte NVIDIA avec GeForce RTX. Et voilà. Puis là, ça fonctionne bien avec ça. Puis je t'écoute puis je te dis, je veux vraiment développer mon propre agent conversationnel. J'ai une carte comme celle-là, l'équivalent ou plus fort que ça. Par où je commence? Je vais sur Internet puis je fais télécharger Llama ou... Alors, Ollama. Ouais, mettons qu'on regarde ça en 4-5 étapes faciles. Là. Oui, bah, c'est... Alors déjà, moi, ce que je te conseille, c'est que tu peux utiliser ChatGPT qui va t'accompagner pour l'installation. La deuxième possibilité, c'est que tu vas directement... Alors, il y a un site qui alors, vous connaissez Hugging Face peut-être, qui regroupe un certain nombre de modèles. Et Ollama, c'est un peu la même chose, mais c'est très facile d'utilisation parce que les modèles sont encapsulés. Donc on installe un exécutable, tout bêtement. Après, on a notre petit raccourci et quand on clique dessus, automatiquement le modèle va s'ouvrir. Alors dans une fenêtre MS-DOS, ça sera un petit écran noir et on va discuter directement dans la fenêtre MS-DOS. Et en même temps, ça déclenche l'installation, la mise en place de l'API, c'est-à-dire que y a un petit serveur web qui fonctionne tout de suite et qui peut être interrogeable avec une API en local. Alors, pour en faire un serveur pour beaucoup de monde, il faudra quand même beaucoup plus de puissance, il faudra quand même beaucoup plus de mise en place. Mais pour faire juste des petits tests et des développements assez simples, ça fonctionne. Voilà. Ah, super, excellent. As-tu essayé de construire un agent malveillant ou quelque chose comme ça? Je suis en cours. Cet été, je m'occupe de ça cet été. Je vais être responsable des prochains agents. On l'appellera le Stefan Hater ou quelque chose comme ça. Non, là pour l'instant, je joue beaucoup avec, mais voilà, je fais des petits tests, des petites choses et j'essaie d'automatiser des petites choses. Ah ben merci, ça fait une belle collection de Lovelace. Quant à moi, par exemple, je me suis inspiré de l'actualité. Très rapidement, vous avez peut-être vu 2 nouvelles passer. La première nouvelle, c'est qu'on peut maintenant dépenser des quantités absolument phénoménales de ressources pour magasiner un séchoir ou des bas assortis à nos gougounes pour aller sur la plage en utilisant ChatGPT ou je ne sais trop quel autre modèle linguistique. On appelle ça des agents autonomes, des agents d'IA. Puis en même temps, on a interrogé aussi la possibilité très réelle que d'ici quelques années, on ait des rogue AIs ou en tout cas des agents IA rebelles, n'est-ce pas? Donc des agents IA qui sont malveillants, qui pourraient prendre le contrôle du monde puis avoir une perspective coloniale sur l'être humain qui devrait disparaître, par exemple, pour je ne sais trop quelle raison. Bref, ces recherches-là, ces risques existentiels-là présentés par l'IA, dont se préoccupent plusieurs compagnies qui font de l'évaluation de l'IA, comme par exemple Apollo Research, Meter, ce genre de choses-là, puis plus récemment, du terroir québécois, Loisero. L'organisme à but non lucratif qui a été démarré par Joshua Bengio, entre autres. Fait que moi, j'étais très content cette semaine, puis c'est là que va mon Lovelace, parce que dans les 2 cas, on a mentionné que ça impliquait des risques. Peut-être pas des risques existentiels, oui, on en a parlé aussi, mais aussi des risques en général. Puis ça, je trouve que c'est bien, mais puis pour que les gens comprennent pourquoi est-ce que l'IA agentique ou les agents d'IA présentent un risque, même si vous l'utilisez pour vous acheter des bas assortis à vos gougounes pour aller sur la plage, voici pourquoi. Puis une bonne façon de le comprendre, je pense, c'est en faisant la distinction entre ce qui est une automatisation, un système automatique, un système autonome, puis un système agentique. Quand on parle de système automatisé, c'est-à-dire qu'on va avoir une machine ou un système qui est capable d'exécuter un certain nombre de tâches préplanifiées dans le but d'obtenir un résultat attendu. Ça, c'est une automatisation. On pense à un robot industriel, par exemple.
Ensuite, si vous avez un système qu'on dit, par exemple, autonome, fait que là, c'est pas juste un système automatique, mais un système qui est autonome. Le système autonome, lui, est capable de déterminer son comportement selon le contexte pour arriver à ses objectifs. Par exemple, une Tesla qui serait autonome, comme on les attend en 2032, 36, en tout cas, on ne sait pas trop avec Elon Musk, on verra. Puis ensuite, il y a les systèmes d'IA agentiques. Là, dans ce cas-là, c'est des systèmes qui sont capables de modifier leur environnement dans le but d'atteindre leur fin. Fait que si on se place dans un contexte, par exemple, de risque existentiel, d'un contexte militaire, un système automatique, c'est un système qui détecte une cible et qui tire dessus. Un système qui est autonome, c'est un système qui est capable, entre plusieurs possibilités de cible, de choisir la plus payante et de tirer dessus. Puis un système qui serait agentique, ce serait un système qui est capable d'aller chercher de la ressource, collecter de la ressource, par exemple humaine, comme des soldats ou des choses comme ça, modifier son environnement, modifier des systèmes, modifier, par exemple, certaines informations dans des bases de données, dans le but d'aller à ses fins. Fait que l'IA agentique a cette force-là de modifier son environnement. Puis si, par exemple, vous voulez acheter vos gougounes avec ChatGPT, ben il va avoir besoin d'un accès à une carte de crédit. Il va avoir besoin d'un accès à votre adresse pour la livraison. Il va peut-être avoir besoin de votre profil. Bref, vous avez un IA agentique ou un agent IA qui va pas conquérir le monde, mais qui va être capable d'agréger beaucoup d'informations. Puis derrière ça, ben, évidemment, c'est une grande compagnie. C'est pour ça que je trouvais ça vraiment le fun qu'on se mette à parler de l'IA agentique, qui est le prochain produit là, vendu par ces gens-là. Puis mon Lovelace va là, c'est-à-dire qu'on en parle, on soulève ces choses-là, puis ça, c'est très bien. Voilà, pour mon Lovelace. Vas-y, Stéphane. Vas-y, Shirley. On avait une petite question. Alors, je ne sais pas si Shirley, c'est la même question, mais le mot gougoune, je l'avais pas. Non, moi, ça va. Je parle le québécois, donc ça va. Ah, ok, ça va. Une sandale, un tongue, comment? Une tongue, ouais, ça, ouais, j'ai vérifié. J'ai failli intervenir pour faire la traduction et je me suis dit, non, on n'abuse pas quand même. Ah bah oui, je t'ai cherché. Puis ma référence au bas, c'est que j'ai remarqué qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui porte des bas blancs dans leurs sandales. Puis ça, je trouve ça vraiment étonnant. En tout cas, il me semble que c'est contradictoire avec l'idée même de la sandale. Mais ils font bien ce qu'ils veulent. Là. En France, il y a les claquettes chaussettes. Voilà. Ouais. Ah, c'est quoi? Ah, okay. C'est des grandes chaussettes avec des claquettes. Voilà. Ah, super. C'est un style. Ah, ouais. J'ai l'impression que c'est un style qui se développe plus. Mais... Ah, ben, c'est pas merci pour. Ah, oui, non, vas-y, Shirley. Non, mais un commentaire de mode. Au-delà des. Non, justement, au-delà des commentaires de mode, c'est cool. Je trouve ça cool, justement, qu'ils en parlent. J'allais dans ton sens, justement, de ton Lovelace. Je trouve ça bien qu'ils en parlent dans un contexte où, justement, avec l'intelligence artificielle, tout va très vite. Donc, c'est une anticipation salutaire, je pense. Ah, ouais, absolument. Puis, ça va vite. Puis, je pense que c'est un peu le plan. De faire ça vite puis en accélérer. Oui. Puis ben, c'est ça. C'est le genre de choses, moi, qui m'inquiètent un peu plus. Là. Puis c'est le genre de choses qui m'inquiètent un peu plus, notamment parce que... Ah, puis je vous le dis pas tout de suite parce que ça va être mon yark tantôt. Donc, suspense. Parlant des yarks, est-ce que vous êtes game de vous lancer là-dedans puis de sortir la critique du sac? Allez. Okay, donc, commençons cette fois. Ça fait longtemps que Sylvain a parlé. Fait que je pense qu'il est encore capable d'attendre 2 minutes. Fait que, donc, Shirley, vas-y. Allez, bon, c'est parti. Quand je vous demande illustration emblématique d'intelligence artificielle qui fait peur, vous pensez à quoi? Allez, des gougounes pour aller sur la plage. Terminator, par exemple. Qui existe dans la vraie vie. Je reformule, pardon, je précise. Qui fait peur dans la vraie vie? Qui fait peur dans la vraie vie, qui existe. Le AI slop. Moi, je pensais à de la reconnaissance faciale. Ah, ouais. Ça? Ben oui. Ah ouais. Et ben, tu vois, précisément, ta réaction est parfaite, merci, parce qu'elle va illustrer mon propos. Justement, je trouve que ce qui m'inquiète, c'est un yark d'inquiétude. Parce que ce qui m'inquiète, c'est la place toujours plus grande qu'elle prend, justement, la reconnaissance faciale dans le monde, grâce à la démocratisation de l'intelligence artificielle, tout ce genre de choses. Et avant, justement, la reconnaissance faciale, c'était une technologie automatiquement associée à des régimes autoritaires. Elle avait vraiment pas bonne presse. Et là, maintenant, on se dit « Oh, ça va !» Oh oui, bon, ouais, c'est pas très cool, mais
Et on hausse les épaules et puis on passe à autre chose. Donc voilà mon yark. Je trouve qu'il y a un basculement. La reconnaissance faciale elle est de plus en plus présente dans les démocraties, justement, et dans le secteur privé, où on y a recours à foison. On envisage d'y avoir recours un peu d'une manière décomplexée à l'avenir. Bien entendu, alors quand je dis démocratie, donc côté USA, bon, vu le chaos actuel en ce moment, faut peut-être pas s'étonner. Voilà, je dis ça, je dis rien. Un voisin plus proche de la France, le Royaume-Uni. Mais là encore, avec leur réseau de caméras dans l'espace public, là aussi, peut-être que c'est une évolution qui est assez peu surprenante finalement. Je sais pas ce que vous en pensez. Sauf qu'en fait, vous avez une généralisation au-delà de l'espace public et de la police britannique qui l'utilise. Vous avez une généralisation de ce type d'outils aussi dans les commerces. Alors, pour prévenir du vol, pour prévenir tout un tas de choses, mais c'est une généralisation. Et c'est peut-être là justement où ça m'embête un petit peu plus. C'est ce business de la surveillance qui s'est confortablement installé. Et j'ai peur qu'on banalise à un point ce type d'outil, à un point, un point de non-retour finalement pour ce type d'outils. Donc on a le Royaume-Uni, on a les États-Unis, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Attendez, il faut que je m'en souvienne. On a en fait en Union européenne, on a au sein de l'Union européenne des utilisations de reconnaissance faciale, quand bien même on a une réglementation européenne assez protectrice en la matière. Moi aujourd'hui je suis européenne et je suis française et je me sens pas du tout trop peu protégée face à ce type d'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a des essais en Allemagne, il y a des essais en Pologne, en Hongrie cette année. Le pays a interdit la marche des fiertés et a annoncé utiliser la reconnaissance faciale pour cibler les participants. Je vais pas épiloguer sur toutes les dérives qui sont possibles, mais en fait, je pense qu'on devrait consacrer un ou des épisodes justement pour nommer ces dérives et vraiment les développer en fait comme un petit peu comme Don't Look Up sur Netflix, ce film qui permettait justement de voir jusqu'où ça pouvait aller. Alors bon, c'était satirique aussi, mais je crois qu'il faut qu'on finisse par expliciter en fait toutes les formes de dérives qui vont arriver, parce que je pense qu'elles vont arriver. Elles sont déjà là, je pense, dans plein de situations, notamment à Gaza, entre autres. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est une utilisation explicite de ce genre de technologie-là. Puis il n'y en a pas d'autres. Hein. On pense à la reconnaissance faciale, là, qui permet de reconnaître des visages uniques. Mais il n'y a pas ça, c'est pas la seule signature unique d'un individu ou d'une individu. Là. Il y a des gens aussi qui développent des systèmes qui reconnaissent la démarche quand on marche. Si je me trompe pas, il y a une firme à Montréal qui développe des bosswares, donc des logiciels de gestion algorithmique, dans le but de valider l'identité des travailleurs, des travailleuses qui travaillent par exemple chez elles ou à la maison. Puis c'est une validation d'identité sur les patterns de touche, comment on utilise le clavier de l'ordinateur, ce genre de choses-là. Ce qui fait que les opportunités de surveillance sont partout. Énorme. Tu m'offres, c'est parfait, ta transition est absolument parfaite, Fred. Là encore, on ne s'est pas concerté en amont. Non. Je suis comme ça. Comment ? Je suis comme ça. J'ai utilisé ChatGPT. De quoi est-ce qu'ils vont parler aujourd'hui? Puis je fais juste suivre la recette. Mais en tout cas, oui, la transition est toute faite puisque en France, vous avez notamment, alors elle n'a pas été citée dans la presse, mais vous avez une grande banque française qui utilise de l'intelligence artificielle pour que ses employés puissent déverrouiller leurs ordinateurs avec leur visage. Donc là, tu viens de me citer une dérive possible justement de surveillance des employés et ça a été très très largement adopté, admis par les employés, avec le débat de savoir s'ils peuvent véritablement s'y opposer. Mais en tout cas, la personne qui avait été interrogée, qui est restée sous anonymat, était parfaitement enthousiaste. Il disait « Oh, c'est génial, je gagne du temps, je n'ai plus de code à taper. » Donc bon, les dérives, elles sont potentielles, elles sont là. Et ce qui m'inquiète, c'est que je me questionne sur la force de l'Union européenne, enfin de la régulation européenne à faire face à toutes ces initiatives du secteur privé, notamment en France. Vas-y Stéphane, tu voulais peut-être... Oui, non, je voulais réagir par rapport à ça parce qu'il me semblait que dans l'IA Act, justement, il y avait quand même
un mot sur la reconnaissance faciale, en tout cas tout ce qui était biométrique, et justement une limitation d'usage sur ce qu'on Forte. pouvait en faire. Et voilà. Et donc du coup là, ça va en contradiction complète avec ce qu'on affiche. Ben, je suis complètement d'accord avec toi et c'est là où je m'interroge beaucoup parce que c'est une technologie qui a clairement été identifiée comme sensible, sauf que le secteur privé, le fait est qu'ils y vont. Et le secteur privé, je sais que quand ils vont quelque part, enfin c'est un principe de base de notre monde capitaliste, quand ils investissent et qu'ils font des gros investissements dans une technologie pourtant sensible, considérée comme sensible, c'est qu'ils ont quand même certaines certitudes et qu'ils vont avoir soit un retour sur investissement ou en tout cas pas d'entrave, pas d'obstacle, notamment réglementaire. Donc, je suis un peu inquiète. Ouais, c'est une inquiétude que je partage. Puis il y a Sylvain qui vient de lever un doigt pour me dire qu'il partageait aussi cette inquiétude-là, je pense. Oui, et en même temps, ce que je trouve intéressant dans l'intervention dans le choix du prix IARC de Shirley, c'est il y a évidemment, là, la fenêtre est ouverte, puis il y a beaucoup d'entreprises, les entreprises privées, les gouvernements se lancent dans la surveillance, tout azimut, utiliser ces outils-là. Mais ce que je pense aussi que ça met que ça identifie là, très bien, c'est notre manque aussi collectivement, là, de notre capacité à essayer d'anticiper ces risques-là. On dirait qu'il n'y a pas surtout, je vais revenir un peu là-dessus, mais au Canada, il n'y a pas, ou au Québec, il n'y a pas d'habitude dans les politiques publiques de prendre en compte, de financer des cellules, des cellules spécialisées dans la prospective pour accompagner la prise de décision publique. Et là, je m'explique parce que, j'ai déjà, pour avoir m'intéressé un petit peu au sujet, là, mais si on prend par exemple juste la prospective comme telle, elle est née publique, là, elle est née aux États-Unis dans le contexte de la guerre froide pour penser les conséquences et les possibilités d'une guerre nucléaire. Et ça a fait en sorte, évidemment, la guerre froide, elle a pris fin, mais ces outils-là, ces habitudes-là de prospective sont quand même, sont restées quand même. À l'intérieur des organes de décision américains, on les retrouve très dans le renseignement, on les retrouve pour ce qui est au Pentagone, on les retrouve aussi au gouvernement fédéral très, très, très fort. Et puis quand on regarde, par exemple, juste l'OTAN, il y a des pays qui sont très, très forts en prospective, comme la Finlande. Et quand je dis qu'ils sont très, très forts, c'est parce que c'est développé dans les institutions publiques, c'est développé dans les forces armées, c'est développé dans les services de sécurité. Et c'est développé aussi dans les centres de recherche. Parce que, par exemple, juste au Québec, il n'y en a pas de centre de recherche sur la prospective. Et donc, il y a des pays qui sont très bons là-dedans, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Finlande. Il y a d'autres pays où ça n'existe à peu près pas. Et je pense que maintenant, avec tout ce qui se produit avec l'IA, ça met en évidence le besoin de s'intéresser à la prospective d'une manière sérieuse, de financer de la recherche là-dessus, de créer des spécialisations là-dessus, comme ça se fait ailleurs, pour justement mieux questionner, mieux identifier, mieux pointer les risques potentiels. Ça peut être la reconnaissance faciale, ça peut être d'autres types de technologies biométriques, de regarder ça, parce que là, clairement, il y a une course en avant, une fuite en avant technologique et on n'a pas la réflexion publique qui accompagne ça et on se retrouve devant des faits accomplis et je pense que selon moi, c'est en partie en raison d'un manque de capacité de prospective. Je pense qu'il doit en avoir, je ne connais pas, mais à mon avis, il doit en avoir quand même un peu de ces initiatives-là au Québec aussi, mais je pense que notre façon de comprendre ça devrait être associée à la régulation des systèmes d'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on les régule, comment on les encadre, sachant c'est quoi les risques à venir, par exemple, ou anticipant les risques à venir, comment est-ce qu'on les régule, comment on les encadre, comment on les développe, comment on les commercialise, etc., qui intervient là-dedans. Bref, développer une espèce d'éthique publique de l'intelligence artificielle, si on veut. Avec des dents, là, pas une éthique publique telle qu'on a là, qui est, dans le moment, qui est un modèle très américain, là, où l'intelligence artificielle est perçue comme un levier d'innovation, puis où le développement scientifique est très market-driven. Il est pas l'acteur public
est pas partie prenante d'un encadrement puis d'une régulation parce que ce qui est vu, ce qui est perçu, c'est les possibilités d'innovation puis les gains associés à ça. Fait que la question, c'est, en gros, ce qu'on dit, c'est les risques peuvent être importants, mais ils sont toujours juste temporaires. Il faut juste réfléchir une solution technique pour limiter les risques dans le but de ne pas freiner la régulation. Puis ça, c'est un mode, c'est une perspective, si on veut, une approche de régulation qui est très typiquement américaine ou nord-américaine. Parce que si on va, par exemple, du côté justement de l'Europe avec le AI Act, c'est une approche qui est beaucoup plus fondée sur les droits, même si parfois c'est flou. Mais si on va du côté de la Chine, c'est des approches qui sont plutôt fondées sur le nationalisme puis la souveraineté de la Chine. Fait que je pense que la prospective doit exister ici, mais elle s'exprime à travers ce modèle-là ou cette compréhension-là de la place que prend la régulation, une régulation qui est très, très fondée sur le volontariat, sur le développement aussi, sur la commercialisation des systèmes, puis sur les gains anticipés. Tu sais, même l'Obvia à Québec, ici à l'Université Laval, l'idée, c'est pas de critiquer l'intelligence artificielle tant que ça. L'idée, c'est de maximiser les gains et de minimiser les risques. Autrement dit, on veut les gains. C'est pas exactement une position qui est... c'est pas une position qui est, d'un point de vue axiologique, qui est tout à fait neutre, là. Il y a une prise de position. Puis, tu sais, quand on regarde, par exemple, les politiques d'intelligence artificielle des écoles, des universités, c'est souvent comme ça. Tu sais. Puis, à l'Université de Sherbrooke, c'est un peu drôle parce qu'ils disent, est-ce que l'IA générative est permise ou pas à l'école? Puis, tu sais, c'est une question qui est fermée, hein. C'est oui ou non, on la permet ou on la permet pas. Puis, la réponse, c'est, voici comment l'utiliser de manière responsable. Fait que puis à l'Université Laval, c'est dans les principes qui ont été énoncés, c'est la même chose. L'idée, c'est pas d'interdire l'intelligence artificielle, c'est pas d'intervenir sur les choix des professeurs, c'est plutôt de développer une culture positive menant à l'utilisation de l'IA. Fait que c'est vraiment une approche qui est très, très nord-américaine. Puis là, je m'excuse, j'ai pris beaucoup de temps, mais c'est dans ce sens-là, je pense qu'on peut penser la prospective au Québec, là. C'est dans cette idée-là qu'il faut maximiser l'IA, maximiser les gains de l'IA, puis minimiser ces risques. Mais dans ce cas, en France, on se fait américaniser au niveau politique. Enfin, bon, là, avis purement personnel, opinion, voilà, personnelle. Mais c'est comme ça que je vois la manière dont la politique française envisage la question de l'intelligence artificielle. Il faut absolument il faut pas qu'on perde dans cette course, qu'on soit les derniers dans cette course. Donc, il faut y aller, il faut les gains. Et au point de court-circuiter totalement tout le débat démocratique qu'il devrait y avoir autour de ces technologies-là. Et je repense, alors désolée, c'est une de mes je fais des fixettes, hein, ça m'a, voilà. Je repense au moment des Jeux Olympiques, quand la loi, justement pour la vidéo algorithmique, tout ce qui était surveillance pendant l'événement, a été présentée devant l'Assemblée nationale. C'était la ministre des Sports qui a pris la parole pour présenter justement cette partie-là. J'ai tout mon respect pour cette personne, mais je pense pas que c'était la meilleure personne pour parler des droits et libertés fondamentales qui étaient en jeu avec cette technologie en expérimentation à ce moment-là. Et son discours devant l'Assemblée nationale était un discours de présentation absolument, qui plébiscitait cette technologie, qui disait combien ça allait être sécuritaire et incroyable. Et elle a totalement court-circuité tout débat envisageable à l'Assemblée nationale à travers ce discours-là. Donc, on se fait américaniser sans doute. Ouais, c'est sûr, ça nous guette. J'ai pris un peu de place, désolé, on digresse. C'est correct. Moi aussi, c'est pareil. Mais là, on était rendu où dans les yards? C'était Sylvain? Oui, ou Stéphane peut passer aussi, puisque ça fait un moment qu'il n'a pas parlé. C'est ça, là. C'est toi qui décides, hein? C'est toi qui anime. C'est toi le maître du jeu. C'est beaucoup de responsabilité d'avoir à choisir entre vous deux. Tu peux demander à ChatGPT. Ou tu peux juste transférer la responsabilité. Shirley, lequel des deux tu veux entendre en premier? Alors attendez, je ferme les yeux. Stéphane. Allez. Sylvain est plus virulent en général, donc on le garde pour la fin. Il y a une phase de je t'attends dans le coin. Je t'attends à ta sortie d'école.
Oui, mais en fait, ça fait mon affaire de passer en dernier parce que moi, dans les exposés, quand on faisait des exposés orales dans les séminaires et tout ça, je m'organisais, je demandais au prof, moi, je veux passer en dernier, tout ça, parce que je voulais voir ce que les autres disaient. Puis je voulais m'assurer que ce que moi je dise en clôturant, ce soit meilleur que tous ceux qui avaient parlé avant moi. Donc, ça fait mon affaire. T'es vraiment ratoureux, Stéphane. Oh, très bien. Allez, c'est parti. Alors, du coup, mon prix IARC, je le décerne à quelques entreprises cette fois-ci qui fabriquent des nounours. Voilà. C'est pas que j'aime pas les nounours, mais j'ai entendu parler de petites startups ou d'entreprises qui fabriquent des jouets, des nounours pour les enfants, pour les petits enfants, hein, et donc ils souhaitent vendre des nounours à Noël et ça vraiment, moi je trouve ça intolérable. Et surtout que ces nounours, eh ben ils seront accompagnés de ChatGPT à l'intérieur, donc les enfants pourront discuter avec le nounours, qui leur raconteront des histoires ou qui les aideront pour apprendre à lire, etc. Et là vraiment. Voilà, je décerne mon prix IARC à ces entreprises. Alors, je vais pas les nommer parce que je pourrais, hein, mais j'ai pas envie de leur faire de publicité non plus. Mais tapez www. Non, pardon. Mais alors, je sais pas à qui je décerne le prix IARC. Alors, il y a l'entreprise qui essaye de le faire. D'une part, il y a peut-être les parents qui achèteront ça, qui peut-être pour gagner du temps le soir et regarder Netflix, donneront le nounours à un bébé, mais du coup qui perdront en fait la relation qu'on peut avoir avec un enfant en jeune âge. Tout à l'heure, on parlait de la modélisation de notre cerveau, de notre pensée avec nos interactions, et là, on imagine des enfants qui vont qui vont tout de suite être en relation avec des intelligences artificielles. Voilà, ça me perturbe énormément et c'est vraiment un cri IARC. Le staff d'IA Café ne recommande pas aux parents qui seraient intéressés d'acheter un nounours qui serait alimenté par Grok 3. Non, vraiment là, ça me pose vraiment beaucoup de problèmes. Et pourtant, je suis plutôt en général, on va dire, positif avec l'intelligence artificielle. Hein. J'ai pas trop de blocage, mais là, quand on s'attaque à des enfants, voilà, et c'est pas des personnes qui sont susceptibles de prendre des décisions de façon autonome, qui ont besoin de leurs parents, s'il faut rappeler. Voilà, ça me pose vraiment un problème. Ouais, Comme qui on vont dit, être tout pour faire une biberonnés. pièce. Comment, Shirley? C'est des jeunes enfants qui vont être biberonnés à l'intelligence, enfin, à la manière dont vont répondre ces intelligences artificielles, même si elles ont une sorte de contrôle parental, on peut imaginer justement qu'il y ait des couacs. Oui, tout à fait. Absolument. Alors c'est effectivement parce que j'ai un petit peu regardé comment ça fonctionnait. Effectivement, les parents peuvent limiter le champ d'action, limiter par exemple, allez, on va dire, tu ne pourras parler que de Disney. Et donc le robot pourra parler que de Disney ou enfin d'autres limitations ou en tout cas peut-être alors après pour aider à la lecture ou des choses comme ça, enfin pour avoir un rôle pédagogique vis-à-vis de l'enfant. Et si toutefois je peux l'accepter dans un rôle pédagogique pour des jeunes mais plus âgés, admettons, des parents qui pourraient pas par exemple aider les enfants à faire leurs devoirs pour X raisons, ça doit exister. Donc pourquoi pas, ça pourrait permettre de niveler socialement, on va dire, enfin aider les personnes qui seraient plus en difficulté pour aider leurs enfants. Mais je pense que pour les plus jeunes, déjà quand je vois des jeunes avec des téléphones portables, enfin j'allais dire des bébés, mais oui, enfin moins de 6 ans, voilà, on y est. Hein, ça me pose déjà beaucoup de problèmes. Si en plus on doit injecter des discussions IA dans les robots, dans les robots, dans les nounours, voilà, ça me dérange. Alors peut-être, je sais pas, peut-être que je me trompe, peut-être que ça fera des super
personne super intelligente, mais je ne crois pas. Enfin, voilà. Aujourd'hui, je De préfère quoi m'en vous méfier. parlez? De quoi vous parlez? Des nounours? Je rentre. Je viens juste de me brancher, j'entends parler. Ah oui, t'es Stéphane? comme dans un coquillage, on entend la mer, là. Ah, vous entendez derrière moi? Ah, bon, désolé. As-tu acheté tes gougounes avec ChatGPT, là, Jeff? Des gougounes? Ben, j'ai toujours ça, moi. Des gougounes. Ben, Jeff, vu que t'es là, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas en vacances? Oui, mais je voulais parler. Je tenais à vous à parler à tout le monde là, avant de quitter pour de vrai pour les vacances. Je me suis sauvé de ma blonde. Puis je me suis enfermé pas trop loin du chalet. Puis ça se passe bien l'enregistrement? De mon point de vue, tout va super bien. Eux autres, je sais pas. Très bien, très bien. Ça va très bien. Avez-vous Moi, passé à travers vos... les peluches, moi, là. Ouais, t'as abandonné les peluches? Oui, mais ça m'a donné l'idée d'un documentaire, hein, à l'image de celui, je me souviens pas du nom, mais de la personne, là. Et il mangeait du McDo matin, midi, soir pendant un mois. Super Size Me. Super Size Me. Là. Oui. Ah oui. Alors, j'avais un peu la même idée. On pourrait prendre un enfant puis le suivre pendant un mois avec du gras de toit sur une peluche pour voir ce que ça donne. Mais c'est bien, on a un professeur en éthique sous la main. Est-ce qu'on peut exposer un mineur par le biais d'une peluche à ce type d'IA? C'est drôle, ça, quand les gens pensent que c'est moi qui détiens la vérité sur le bien et le mal. Mais moi, je suis capable de l'articuler, cette question-là, là, puis je suis capable de vous montrer les arguments philo-moraux qui pointent dans les deux directions. Mais à la fin, c'est les parents qui devront choisir si c'est une bonne idée de donner un nounours à leurs enfants pour les guider. Où en êtes-vous là, avec les prix Yark, là, Lovelace? J'ai 5 minutes, là, je veux vous dire mes prix Yark, Lovelace. On était rendu à Sylvain, mais je pense qu'il peut te laisser sa place. Là. Sylvain, ça te va-tu? Oui, il veut tout le temps passer en dernier. Bon. Ouais, vas-y. Yes. Ben, OK, on va commencer par mes prix Yark. Yark, cette année, moi, je donne ça à en fait, c'est l'ensemble de tous les projets en informatique. Au Québec, là, je suis ce qui se passe avec la commission Galant, puis le projet SACLIC. Puis si vous êtes en France, vous ne savez pas c'est quoi, c'est pas grave. Gardez en tête que c'est des gros projets en informatique gouvernementaux. Puis comme n'importe quel autre gros projet environnementaux, des gros projets informatiques comme ça, ben, il y a des dépassements de coûts. C'est partout pareil, là. Puis on se retrouve avec 300% de dépassement de coûts sans produits livrés. C'était le cas avec celui-là. Là, on se prépare à faire le même coup avec le projet de santé numérique au Québec. Puis moi, je dis Yark parce que je m'imagine à quoi ça va ressembler Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire « Hey, on rentre l'intelligence artificielle au gouvernement, dans l'appareil public. » Puis là, on va avoir un chantier de numérisation, intelligence artificielle numérique gouvernementaux. Puis là, ben encore une fois, on va avoir si on ne règle pas les problèmes avant, ben on va avoir des gros chantiers qui vont dépasser encore une fois de 400% les estimations. C'est ça, là. Le gros Yark, c'est faut régler ces problèmes-là avec ces gros chantiers-là avant que ça déborde en intelligence artificielle et qu'on se retrouve avec des problèmes encore plus gros et encore plus coûteux. Ça, c'est mon projet Yark. Mon projet. Ça, c'est mon prix Yark. Mon prix Lovelace. Lovelace, ben, j'avais pensé le donner à le projet Loi Zéro, Yoshua Benjo et son équipe. J'imagine que vous allez peut-être en parler. Sinon, ben, je trouve ça intriguant. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Moi, je le donnerais un petit peu plus geek, mon Lovelace, à Google DeepMind. Vous savez, je vous avais parlé de AlphaFold, puis ben, c'est ça, sa technologie pour essayer d'anticiper la structure tridimensionnelle des protéines. Donc, ça, je trouvais ça intéressant. Il avait gagné d'ailleurs un prix Nobel pour ça. Là, ils ont poussé plus loin avec le projet BioEMU, donc BioEMU. Puis là, l'IA en question, ça permet d'aller encore plus loin dans ces protéines pharmaceutiques-là, mais d'anticiper le mouvement des protéines. Donc là, on a des outils pour déterminer la structure des protéines, le mouvement des protéines. Voilà, donc ça, j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver avec tout ça là, en santé, à quel point on va être capable de
Parce que j'imagine que c'est peut-être ça qui s'en vient. Là. Si j'avais, tu sais, dans ton courriel, Fred, tu disais, avez-vous une prédiction à faire en 2026? Je ne sais pas où vous en êtes dans vos prédictions, mais moi, ma prédiction, c'est cette année, je pense bien qu'on va avoir une publication où on va nous dire qu'on a synthétisé des protéines pharmaceutiques à l'aide de ces outils-là. Donc, des protéines qui auraient été conçues et testées dans des modèles d'IA, puis là, qui seraient prêtes à être testées éventuellement et conçues chimiquement, puis testées sur des humains, mais ça serait une phase préalable, je dirais, au développement de ce genre de protéines. Voilà, c'est ce que je vous dis en gros. Je suis content d'être là. Je voulais saluer tout le monde. Je retourne à la plage. Puis, je vous donne un gros bisou. Gros câlin. mais là, t'as peu, j'ai une question. Oui, vas-y. C'est une belle prédiction. J'aimerais ça que ça arrive. Ce serait le fun parce que c'est un des domaines liés en santé qui me semble être assez foisonnant ces temps-ci puis qui pourrait donner des résultats super intéressants. Mais on est rendu là. Il faut donner des résultats. Il ne faut pas juste faire des promesses. Là. Oui, il ne faut pas juste parler d'IA générative aussi. Il y a ça, ce qui se fait de bien dans les laboratoires comme ça. Mais j'ai une question. Tu as dit que le mouvement des protéines, comment ça bouge une protéine? Ben ouais, ça se déplace. Donc, on peut avoir sur ça se déplace. Disons, si on prend les protéines qui se déplacent sur l'ADN, tu as des protéines qui vont répliquer l'ADN, puis là, tu as une protéine qui peuvent se déplacer sur... Donc, il y a toutes sortes de mouvements. Là. J'ai cet exemple-là en tête. Mais oui, c'est parce qu'avant, on avait juste les séquences d'ADN, puis là, on dit la séquence d'ADN, ça va générer quelle protéine. Mais là, on est capable de dire, avec une séquence d'ADN, on est capable de savoir quelle protéine ça va donner. Avec ces outils-là, ça nous permet d'anticiper ça va être quoi sa structure tridimensionnelle, puis ça va être quoi son mouvement, puis ça va éventuellement, j'imagine qu'on va modéliser ça va être quoi son interaction avec les autres, avec un modèle humain, donc on se rapproche de Star Trek. Ah ouais, on se rapproche. On attend encore le réplicateur. Ouais, c'est dans 200 ans. Ça va venir. On lâche pas. OK, je vous laisse. Gros bisous, gros câlin tout le monde, puis on se revoit bien de la plage. En septembre pour la saison 6. Wow. Salut. Bye. Bon, enfin, Sylvain. Oui, alors, c'est le prix IARC. Je t'ai pas donné le tour encore. Vas-y. Excuse-moi. Non, vas-y. Alors, le prix IARC, je vais vous parler d'une manchette là, qui a retiré mon attention et puis j'ai fouillé un petit peu pour m'assurer que oui, il y a bien de l'IA impliqué dans tout ce petit dossier-là. Et effectivement, il y en a là, dans la question de traitement, d'agréger des données, de les fusionner. Je vais vous expliquer. Alors, tout simplement, c'est en rapport à la guerre en Ukraine, qui a pris un tournant sur une certaine dimension un peu surréaliste. Je m'explique. La question que je pose, c'est si le champ de bataille commençait à ressembler à un jeu vidéo? Et pourquoi je dis ça? C'est en raison de cette manchette-là. C'est que nous avons appris, c'est la BBC qui a révélé ça, que Kiev a mis en place un système de points pour motiver ses soldats. Un système de points qui fonctionne à partir des drones. Donc, c'est vraiment des dronistes, là, des soldats qui sont spécialisés dans le maniement des drones, qui ont déployé ce dispositif-là, qui permet de récolter des points en fonction des cibles qui sont touchées, en fonction des cibles qui sont détruites. Alors, les chars, les systèmes de roquettes, ou même la reddition, hein, parce que ça se fait, là, je veux dire, parfois vous avez un drone qui va accompagner des soldats qui rendent les armes. On va les accompagner pour les amener en lieu sûr et tout ça, qui rapportent un certain nombre de pointages. Et ces points-là peuvent ensuite être échangés contre du matériel militaire. Il y a vraiment un marketplace de guerre qui se met en place et une gamification aussi du conflit. Et le principe est assez simple. Plus la cible elle est stratégique, plus elle vaut des points. Un lance-roquettes multiple, c'est des exemples, c'est 50 points, un char détruit, 40 points, un char seulement endommagé, 20 points. Et, fait notable, et ça va probablement intéresser nos éthiciens dans la place, quoique je crois avoir compris qu'il a foutu le camp, notre éthicien en résidence. Fait notable, c'est que convaincre un soldat russe de se rendre vaut encore plus de points que de le tuer.
Alors, il y a une certaine dimension éthique qui est là aussi. C'est intéressant de voir ce qu'on pourrait en penser. L'objectif de ça, selon le gouvernement, c'est d'abord d'avoir une meilleure représentation des mouvements du terrain. Donc, comment ça se passe. D'analyser les données, toutes sortes de données, hein, les types de cibles, comment on les endommage et tout ça, qu'est-ce qui fonctionne le mieux aussi. De mieux répartir les ressources, parce que, bon, ça va en fonction des plus méritants ou des plus efficaces, si on veut. Et aussi, surtout, ne pas négliger, apparemment que les premiers retours de ce système-là, c'est que ça rebooste le moral des troupes, qui sont, dans plusieurs cas, usées par 3 années de conflit. Ça leur permet de se remotiver, si on veut. Et en fonction de ces points-là, ça permet aussi de commander du matériel. C'est-à-dire qu'ils peuvent commander des drones ou des munitions via des plateformes spécialisées, comme s'ils faisaient leur course sur Amazon, en fait. Et le tout est remboursé à la suite de ça par le ministère de la Défense. Et moi, ça me fait penser, quand j'ai pris connaissance de ça, à un livre. Encore une fois, la référence sera inévitable. Il s'appelle La stratégie d'Ender. Ça a fait l'objet d'un film, et le film est nul. Mais bon, le livre, il est excellent, là, qui avait gagné plusieurs prix d'ailleurs à son époque. Et dans ce roman-là, vous avez des enfants là, qui sont pris très, très jeunes et qui sont formés, qui sont éduqués en fonction de devenir des chefs militaires. Ils sont formés au commandement, à prendre des décisions stratégiques, là, et ils le font à travers des simulateurs de combat. Donc, tout est virtuel. C'est vraiment c'est comme des jeux vidéo. C'est des plateformes, c'est des jeux vidéo. Mais le problème, et c'est en ça que le livre est fascinant, c'est que eux, ils pensent jouer à un jeu. Pour eux, c'est un jeu. C'est comme s'installer devant une console et de jouer. Mais en réalité, ce qu'ils font dans ces jeux-là, sur ces simulateurs-là, ça se produit en temps réel aussi, sur le terrain. Et dans ce cas-ci, c'est une guerre contre des extraterrestres. Donc, ça se produit sur une planète lointaine. Ce qu'ils font, les décisions qu'ils prennent, les actions qu'ils entreprennent ont lieu pour de vrai. Alors, en réalité, ils causent des vraies morts sans le savoir. Et même que ça arrive au point de détruire une planète et même à mener à l'extermination d'une race, une race extraterrestre entière, alors qu'ils ne savent de rien. Pour eux, ils font que jouer à des jeux. Alors, ça me fait penser un peu à cette nouvelle-là, me fait penser un peu à ce livre-là. Et tu as raison de le dire. Tu as raison de le dire, le film est vraiment nul, alors que les bouquins sont vraiment excellents, quoi. Donc, c'est pas si pire que ça, le film, là, quand même. Là. Pour ceux qui voudraient lire le film plutôt que de lire les livres plutôt que de l'écouter, Orson Scott Card, Ender's Game, Xenotype, Speaker for the Dead, la série. C'est même bonne. Mais il est pas si pire que ça, le film, franchement. Bon, OK. on fera une projection et puis avec un peu de popcorn, tout ça, et on décidera, on votera à la fin. Il est loin des livres, en tout cas. Ouais, ça c'est sûr. Sylvain, c'était ton yark? Oui, c'était mon yark. Sacré yark, hein, quand même. Oui, vraiment. Mais tu nous avais demandé aussi de faire un petit exercice de prospective aussi. Ah oui, j'y allais. Je sais pas si on a le temps, mais bon. Ben oui, en fait, j'aimerais ça prendre le temps. On peut prendre quelques minutes pour le faire, mais j'ai peut-être un petit yark juste avant de mon cru pour finir ça. C'est pas un yark super méchant, c'est pas un rant non plus, là, comme j'ai fait au dernier épisode sur l'utilisation de l'IA générative en éducation, mais quand même, je garde un œil sur ce qui se passe au Québec, sur les initiatives du terroir, puis il y en a une que je suis, puis que je suis pas tout seul, j'imagine, qui est ce que Loisero fait. On en a parlé un peu plus tôt. Je la suis pour plein de raisons. La première, c'est qu'ils ont choisi de développer une IA qui serait non agentique, donc ce qu'ils appellent l'IA scientifique, qui serait donc un modèle d'intelligence artificielle qui serait là pour aider, en fait, pour supporter la recherche scientifique. Puis la proposition est honnête, est intéressante, notamment parce que, à cause évidemment des principes de la compagnie elle-même, là, mais aussi parce que ça renvoie à une compréhension de l'intelligence artificielle qui n'est pas que commerciale, mais qui est aussi axée sur des intérêts de recherche, puis sur le développement la production des savoirs, puis le développement des connaissances, pardon. Ce qui, moi, me plaît beaucoup. Fait que j'essaie de suivre un peu ce qu'ils vont faire. Quand ils ont des articles, j'essaie de les lire. Là. Dans le moment, il y en a un qui est signé par Yoshua Bengio en premier auteur avec un paquet d'autres. Je laisserai les références pour ceux et celles qui ont intérêt. C'est intéressant parce que ça nous permet de comprendre leur perspective sur ce que c'est l'IA agentique puis sur les risques existentiels notamment. Fait que je suis allé voir un peu qui
qui est dans l'équipe, voir comment ça se construit, puis suivre ça un peu. Puis généralement, comme je le dis, ça fait partie de mes Lovelace aussi. J'aime ça avoir ce type de compagnie-là ici à Montréal, ici au Québec, à Montréal. Je pense que le Québec a des choses à dire valables là-dedans, puis que c'est important que ce soit représenté ici. Sauf que là, je suis allé voir les membres. Juste pour vous mettre en appétit vite. Quand on parle de loi zéro, là, ils sont axés sur 2 choses. La première, c'est nos BNL qui se préoccupent de la joie et des aspirations humaines, qui veulent développer l'IA pour satisfaire les besoins et les aspirations humaines. À ça, avec quoi je suis tout à fait en désaccord, évidemment. On ne peut pas être contre la vertu, toujours. Puis il faut le dire plus souvent, ce genre de choses-là. Avec ça aussi, je suis d'accord. Mais donc, dédié à faire progresser la recherche, d'une part, et à proposer des solutions techniques, d'autre part, notamment en développant des systèmes capables de gérer des IA agentiques. Donc, comme une espèce de garde-fou qu'on pourrait installer par-dessus ces systèmes d'IA agentiques-là dans le but de limiter un peu ou de limiter leur capacité à produire des conséquences négatives. Fait que je suis allé voir, évidemment, qui travaillait là-dedans en me disant, écoute, ils sont axés sur la joie et les aspirations humaines. Ils veulent aussi développer des solutions techniques qui satisfont qui sont cohérentes, alignées avec les aspirations collectives de nos sociétés. Fait que je me suis dit, je vais aller voir qui travaille là-dessus. Fait que j'ai regardé tous les membres de l'équipe. Personne ne semble avoir de formation en sciences sociales et humaines. Personne. Ouais. Donc, pas de sociologue, pas d'anthropologue, pas d'économiste, pas de personne qui a l'air d'avoir une expertise en sciences politiques ou en géographie, je le sais pas, ou quelque chose comme ça. Personne n'est là-dedans. Il y a que des gens qui sont très, très spécialisés, évidemment, dans ces domaines-là, qui sont liés au développement de l'intelligence artificielle. Puis, c'est une super bonne équipe, là. C'est juste que, étant donné les principes, puis étant donné les principes qui dirigent, si on veut, cette compagnie-là, je suis un peu étonné. Fait que je suis allé voir, peut-être, tu sais, je disais, il faut développer ça. Ils ont quand même des bailleurs de fonds. Il y a du capital de risque là-dedans. Ça fait qu'ils ont quand même, tu sais, sont quand même tenus de développer de quoi. Fait qu'ils soient plus sur le développement d'une main-d'œuvre plus axée sur des enjeux pratiques ou pragmatiques. C'est tout à fait compréhensible. Il n'y a pas de souci avec ça. Fait que je suis allé voir les postes qui étaient créés et qui étaient disponibles. Encore une fois, aucun poste en éthique, en sciences sociales. Il n'y a rien qui indique sur leur site qu'ils vont laisser une place à des rapports interdisciplinaires avec les sciences humaines et sociales, voire les arts, qui ne semblent pas être partie prenante des discussions en sécurité de l'intelligence artificielle, qui est un domaine qui serait, semble-t-il, une appellation contrôlée qui appartient simplement aux experts et aux expertes en génie informatique qui font de l'IA. Fait que je trouve ça un peu malheureux. J'espère que dans un avenir proche, ils vont peut-être aller ouvrir un peu plus, faire de la place à ce genre de discours-là. Puis je parle pas de faire de la place une fois que toutes les idées de développement ont été faites puis qu'on arrive au bout puis qu'on se dit OK, quels sont les risques, là, mais je parle de faire de la place à l'interne, d'une place effective, une direction, voire qui serait liée à l'éthique de l'intelligence artificielle, puis dans lequel vraiment des gens qui comprennent les dimensions qualitatives de l'éthique pourraient être partie prenante des discussions. Je me suis dit, peut-être qu'un jour, je vais pouvoir appliquer là-dessus, parce que dans le moment, il y a un poste qui est ouvert sur lequel, moi, évidemment, mais vous, tous ceux que je connais, mes collègues pourraient appliquer, puis c'est le poste d'adjoint administratif. Ouais, mais bon, les sciences sociales, c'est devenu tellement has-been. C'est... quand c'est écrit joie, aspiration humaine, sécurité de l'IA, bénéfice, que ce soit au bénéfice de la collectivité, j'avoue que ça m'embête un petit peu. Ah, mais 100%. 100% d'accord. Voilà. Maintenant, ce que tout le monde veut savoir, où est-ce qu'il faut investir cette année en intelligence artificielle? Si vous avez attendu toute l'émission, là, on va vous faire nos prédictions pour cette année, savoir où est-ce que vous allez mettre vos billes pour vraiment faire une passe de cash à la fin de l'année 2026 en intelligence artificielle. Puis n'oubliez pas que ça vient de IA Café. Donc, on va commencer par Sylvain. Prédiction. Oui. Moi, je me suis prêté au jeu. Moi, dans l'investissement, je veux dire, je suis allé quand même un peu plus loin. Je me suis fait peut-être un scénario alternatif, là. Donc, c'est comme si je pourrais dire, un Lovelace projeté. Ou rêvé, là. Ce serait...
Parce que en Vas-y, ce moment, live, avec live. le développement là, des IA génératives comme des chatbots et tout ça, là, ChatGPT et compagnie, Claude et Grok, qui est bon, peut-être pas Grok, là, qui est le vilain canard de la bande. Mais bon, je me demande si le développement de ces IA-là, ça va vraiment changer la dynamique du marché qui était jusqu'ici, là, surtout tout ce qui est économie du capitalisme numérique, c'est vraiment les modèles d'affaires des plateformes, c'était sur des IA de recommandation, comme Facebook fonctionne. On fonctionnait avec des recommandations. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les IA de recommandation, c'est la passivité de l'usager. C'est-à-dire que vous voyez du contenu défiler, et ça encouragerait, en fait, les bulles de filtre, ce qu'on appelle des bulles cognitives, là, où les gens s'enferment dans leur réalité, où ils vont juste être soumis à du contenu qu'ils veulent avoir, donc qui encourage le conspirationnisme. Et là, je me suis dit, puisque les IA génératives encouragent l'interaction, parce que, bon, vous avez à échanger, donc il y a un aspect un peu de curiosité qui peut découler de ça, de réflexion aussi. Alors, je me suis pris au jeu d'imaginer, en fait, on parle d'investissement, mais ma prédiction pour la prochaine année, c'est que les IA génératives vont faire tomber le mur des illusions fait des mensonges, de la désinformation qui va tomber. Là. Ce serait de faire abat le mur du mensonge, par les IA génératives, qui gagneront la guerre contre les IA de recommandation. Ah, c'est beau. Ça arrivera pas. Ben, Voici ma prédiction. Mais je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est ça. Oh, voilà, un petit moment de... Ah. Shirley. Ok. Je suis stressée. J'ai peur d'avoir fait un hors-sujet. Je me suis mis la pression pour cette prédiction. Parce que je me suis dit que, bien sûr, les gens allaient compter sur moi et moi seule pour mettre leur bille l'année prochaine dans l'intelligence artificielle. Donc, à tel point que je suis pas du tout partie sur une prédiction par exemple, d'un business dans lequel je crois ou co-caisse. Je suis partie sur une prédiction juridique. Voilà. Et pour une des rares, enfin, c'est très rare, j'ai été un peu pessimiste. Un peu, parce que en général, je vois toujours le positif et j'aime la loi, j'aime le droit, j'aime tout ça. Et là, j'ai fait une prédiction plutôt négative. Avec une référence à un film. Donc, j'espère que ça vous plaira. Je suis restée dans le thème de la prédiction, de ce que tu nous avais envoyé, Fred. Donc, j'ai pris le risque de saisir un palantir pour scruter les brumes juridiques du futur. Oh non, pas un palantir. Tu vas attirer le regard de Peter Thiel. Ben justement, voilà, l'œil de Sauron numérique n'est pas loin. Les ombres gagnent du terrain et je vois l'Union des royaumes, l'Union européenne, vaciller. Ah. Le RGPD perd de son éclat. L'IA Act est sérieusement fragilisé. Je vois les institutions de l'Union des royaumes incapables de forger un bouclier commun. Je vois un flou juridique s'installer et des tensions monter. Au sein même des royaumes, comme le royaume du croissant et de la baguette, nous avons du mal à déterminer quelles autorités nationales sont compétentes pour prendre le lead sur certains contrôles à réaliser, prévus pourtant par l'IA Act. Une réglementation qui ne sera pas mise en pause, mais qui est décidément bien difficile à mettre en œuvre. Je vois une année où les décisions sont difficiles à prendre. Dans la hâte, elles seront prises, mais dans la hâte, puisque nous avons accumulé du retard. Voilà ma prédiction. Wow! C'est l'Europe à l'ombre du Mordor. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, Peter Thiel et certains collaborateurs ont fondé une banque d'investissement en projet de développement de l'intelligence artificielle. C'est du capital de risque, évidemment. Comment ils ont appelé ça, cette banque-là, selon vous? Ils l'ont appelée Erebor. Ah. Du nom de la montagne où Smog, le dragon, couche sur son or. Super. C'est évidemment le fondateur de Palantir qui a fait ça avec un de ses collègues dont le nom m'échappe, mais qui est à la tête d'une compagnie qui s'appelle Anduril, qui produit des drones de combat. Alors. Magnifique. Parfait. Fait que j'espère que ta prédiction se réalisera pas, puis que voilà. l'Europe va résister je nous le aux souhaite, forces du Mordor numérique. Ouais, j'ai pas pris trop de risques, mais voilà.
je me pense en fait, il y a une étude à faire sur cette espèce de je dirais fanatisme, parce que le mot, mais de fanatisme envers le Seigneur des Anneaux, avec des références d'Uril, Palantir, avec l'autre machin aussi. Je veux dire, et même vous, vous en parlez souvent. Alors, je veux juste dire que je déteste absolument le Seigneur des Anneaux. J'aimerais ça qu'on n'en ait pas. Et là, ça m'amène à me demander, est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a des points en commun pour dire pourquoi nommer son entreprise avec une référence du Seigneur des Anneaux? Est-ce que ça veut dire autre chose? Je ne sais pas. Je pose la question parce que je trouve ça intéressant. Mais, hey, ChatGPT, je suis à la tête d'une banque d'investissement, puis j'ai dirigé une compagnie qui s'appelle Palantir, puis une autre qui s'appelle Enduril. Suggère-moi un nom pour ma prochaine business. Je trouve ça un peu problématique, cela étant. Peut-être qu'ils ont peut-être proposé Frodon aussi, mais ça n'a pas été retenu. Mais c'est intéressant, c'est ça. Mais Frodon, lui, il n'a pas le droit à son nom de compagnie, mais Palantir, oui. Oui, exact. Un peu injuste. Ouais. Steph? Prédiction? Oui, alors, une prédiction. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à faire une prédiction sur l'année prochaine. Moi, c'est pareil, hein, c'est un peu de la science-fiction, ma prédiction. Et j'étais aussi du côté juridique, Shirley. Trop bien. Je me suis dit que peut-être un jour, une IA serait amenée à venir à la barre témoigner sur ce qu'elle a pu échanger avec une victime ou pourquoi pas un criminel. Et voilà. Donc j'étais parti sur peut-être un film de science-fiction à créer, je ne sais pas. Alors cela étant, c'est rigolo que tu évoques ça. La Cour de cassation en France, je crois que je l'avais évoqué pendant la saison là. La Cour de cassation s'est saisie justement de la question de l'intelligence artificielle dans la justice. Et là, il y a quelques jours, je crois que c'est le mois dernier, il y a un rapport justement sur l'intelligence artificielle dans la justice qui est sorti. Donc, je ne l'ai pas encore lu, j'avoue. Mais voilà, c'était un sujet qui est repris assez sérieusement d'ailleurs, en tout cas par la Cour de cassation. C'est sérieux. Bon, alors c'est pas si loin que ça. C'est pas mal comme prédiction. Pour ma part, la prédiction, elle s'en va du côté du marketing. Je prédis que dans l'année 2025-2026, OpenAI va intégrer la publicité dans son modèle linguistique, soit dans un nouveau modèle d'affaires, par exemple, qui dirait « Voici un compte gratuit, vous avez accès à ChatGPT 4.5 gratuitement à condition qu'on vous passe des pubs pendant que vous êtes en train de travailler », ou de manière plus furtive, c'est-à-dire en faisant de la publicité soft dans les résultats proposés par la machine. Ça, moi, j'y crois. Ouais, mais c'est ça. Moi, je dis ça comme ça parce que ça coûte très cher à opérer, ça prend des revenus, ils sont un peu en tension avec Google, qui affiche des très bons résultats. En tout cas, Alphabet affiche de très bons résultats, etc., etc. Donc, voilà ma prédiction pour ça. Voilà. Et là, on briserait le mur entre les IA de recommandation et les IA génératives. Oui, c'est pour ça, tantôt. Je foutrais complètement en l'air ma prédiction, mais merci quand même. C'est ça. Voici le lien. Ouais. Mais je crois qu'effectivement, ils voulaient faire un outil d'aide à l'achat, déjà. Donc, oui, c'est ça. Ils sont exact. Ils sont dans le shopping. Puis je pense que c'est au début de l'année ou l'an passé aussi qu'ils ont annoncé qu'ils voulaient engager quelqu'un qui comprenait bien le marketing. Puis je crois qu'il y a déjà des gens qui essayent de faire du SEO, une forme de SEO avec ChatGPT, là, mais là, je pourrais pas dire comment ça fonctionne. Mais c'est ça. Parce que c'est branché sur Internet. Là. Mais là, j'ai en tête plus quelque chose comme... Hey, ChatGPT, rédige un essai de 5 paragraphes sur les fondements théoriques du management, puis qu'à quelque part là-dedans, qu'il y a une publicité qui passe en douce dans le texte, dans le token qui est généré. Voilà, dans les tokens qui sont générés. Peu importe, un modèle d'affaires qui inclut la publicité. Voilà pour ma prédiction. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non? Eh bien, merci beaucoup d'avoir été, de m'avoir supporté pendant une bonne grosse heure et demie. Ça va faire un gros épisode aux auditeurs, aux auditrices. Accrochez-vous, c'est quasiment terminé. Maintenant, je clôt la 5e saison sur 2 petits morceaux d'actu, puis après ça, je vous laisse aller en paix aux vacances, retrouver Jeff sur sa plage et ses gougounes avec ses bas blancs. Donc, je veux noter 2 petites choses, deux actualités, 2 nouvelles qui montrent que c'est possible de renforcer la capacité des peuples à influencer le secteur de l'IA afin que le développement de ces technologies-là soit aligné avec nos aspirations collectives. Le nouveau modèle linguistique ALPS
Intelligence, donc développé par la Suisse, qui se trouve être un modèle linguistique qui est développé en mode vraiment ouvert et non pas en poids ouvert, pas open weights, mais vraiment ouvert, qui va permettre évidemment de faire de la recherche de manière indépendante, de voir un peu comment ils vont faire. Fait qu'ils ont développé ce modèle-là dans le but de soutenir leur souveraineté numérique. Puis aussi, puis là, mention spéciale, c'est pour ça que je termine là-dessus, il y a un guide qui a été lancé récemment un rapport qui a été lancé qui s'appelle « Territoire numérique des Premières Nations Québec-Labrador, posture sur l'éthique du numérique et sur l'intelligence artificielle » que j'ai trouvé ce matin par hasard, qui est vraiment un excellent travail. Je vais le mettre dans les... j'ai seulement lu quelques pages, puis je le dis d'avance. Déjà, on ne parle pas d'intelligence artificielle, mais on souligne qu'il est question d'apprentissage automatique. On parle de souveraineté numérique. On parle de comment est-ce que les développements de ces IA-là devraient contribuer à nos aspirations collectives. Donc, comment est-ce qu'il faut y penser aussi à travers une perspective collective et pas simplement à travers la perspective technosolutionniste qui est souvent mise de l'avant par les experts et les expertes de l'IA. Fait que voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous laisserai aussi les références des articles qui ont été cités. Puis là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, pas du tout. À l'année prochaine. À l'automne 2025, parce que je pense en année académique. Donc, à bientôt. Voilà, ce sera tout pour notre 5e saison d'IA Café. Nous serons évidemment de retour en septembre pour la saison 6 d'IA Café. Et d'ici là, nous allons prendre une bien belle pause bien méritée. Je vous invite à faire de même. De retour en septembre, donc, avec d'autres aventures dans ce monde de la recherche en intelligence artificielle. D'autres, on va poursuivre nos enquêtes sur les enjeux éthiques et sociaux de l'IA. Je ne saurais trop remercier mes collaboratrices étaient là dans cet épisode. Shirley Plumerand, Stéphane Minéo, Frédéric Plamondon et Sylvain Munger. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, prenez soin de vous. On se revoit cet automne et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.